Donc, commençons par le sujet de la raison d'être. Hélène, parce que vraiment c'est ton sujet, comment est-ce que la raison d'être rapproche de l'entreprise contributive, concrètement? Alors là on est en fin de soirée, c'est la même chose. La raison d'être d'une entreprise, c'est d'être contributive justement à la société. Je pense que vraiment les deux sujets sont intrinsèquement liés. Quand la loi Pacte incite chaque entreprise à prendre en considération les enjeux environnementaux et sociaux de son activité, c'est bien cela dont il est question, c'est inciter au fond à la contribution à des enjeux qui dépassent l'entreprise elle-même. C'est passionnant ce sujet, c'est en même temps révolutionnaire et je pense que tous les exemples qui ont été donnés le montrent parce que ça incite à penser l'objet entreprise complètement différemment. Vous l'avez tous dit de manière un peu différente. L'histoire du capitalisme, ça a oscillé entre soit on met l'accent sur les actionnaires, pacte d'actionnaires, soit on met l'accent sur le social, sur l'interne, sur le management, etc., pacte social, dont parlait Jean-François tout à l'heure. Et là, ce qu'on nous demande au fond, c'est un pacte sociétal. C'est comment on prend en compte les grands enjeux de la société dans la marche elle-même de l'entreprise, comment on les sert. Et je trouve que c'est passionnant, c'est en même temps d'une complexité sans nom, parce que ça veut dire qu'on sort d'une vision auto-centrée de l'entreprise, c'est-à-dire d'une vision de l'entreprise qui pense à son chiffre d'affaires, qui pense à ses risques. Vous avez été probablement nombreux à avoir un mal fou, à faire comprendre dans vos entreprises que le risque, c'est plus simplement le risque du taux de change ou des risques qui affectent directement l'entreprise, c'est aussi des risques qui vont affecter le contexte dans lequel évolue l'entreprise. Un salarié, c'est pas simplement un salarié, c'est une personne qui peut être aidante de sa famille. Un client, c'est pas simplement un acheteur d'un produit, c'est aussi un citoyen, et donc ça demande autre chose qu'un pur produit. Donc c'est absolument révolutionnaire. C'est pour ça que c'est compliqué, et c'est pour ça qu'effectivement, on s'est lancé avec le C3D et nous à l'ORS à produire un certain nombre de recommandations d'aide pour mettre en place cette raison d'être qui nécessite avant tout, au fond, qu'on replonge dans son passé, qu'on comprenne quel est l'avenir de l'entreprise au sens, quelle contribution peut-elle avoir aux grands enjeux de la société, et le faire de manière extrêmement, extrêmement courageuse, c'est-à-dire en disant non, ça je le ferai plus. C'est le renoncement dont on parlait. Voilà, c'est le renoncement à un certain nombre de choses. C'est la Camif, par exemple, qui renonce à vendre le jour du Black Friday. Il fallait quand même le faire, mais c'est donc extrêmement significatif. C'est renoncer à certains fournisseurs qui n'arrivent pas à être embarqués, qui ne veulent pas être embarqués dans cette aventure-là. Et puis c'est évidemment une démarche collective qui ne peut pas être faite comme ça en claquant du doigt, mais qui doit embarquer l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. D'accord. Et comment, on voit bien que c'est un sujet qui est à l'agenda de toutes les entreprises. Comment est-ce qu'on évite le purpose washing? Est-ce que tu en vois, toi, des entreprises qui s'aventurent vers une mauvaise... La tentation est grande de répondre rapidement à cette injonction. On voit qu'on est effectivement poussés tous, à la fois par une opinion publique qui quand même évolue très rapidement, et que voilà, on voudrait sortir le slogan qui résume bien tout cela. On a été avec le C3D plutôt à dire prenez votre temps, non pas de ne pas le faire, mais prenez le temps d'une démarche, parce que c'est une démarche qui embarque l'ensemble des salariés de l'entreprise et ses parties prenantes externes. Et je pense qu'une raison d'être, justement pour qu'elle ne soit pas greenwashing, doit faire ressortir cette utilité sociétale de l'entreprise telle qu'elle peut être construite, attendue par ses collaborateurs et par l'externe. Et puis surtout, ça ne s'arrête pas quand on a rédigé la raison d'être. C'est-à-dire que derrière... C'est pas un slogan, quoi. C'est pas un slogan, c'est une démarche d'entreprise, et du coup, derrière, il y a effectivement des engagements à prendre, et puis peut-être aussi une ouverture plus forte de l'entreprise à organiser avec un dialogue avec les parties prenantes, peut-être plus formalisé que ça existe maintenant, et des indicateurs dont on va parler qui mesurent
cette performance globale, ce « et » dont parlait Bertrand tout à l'heure, voilà, comment en administrer la preuve. Donc c'est tout cela, effectivement, la raison d'être. Merci pour la transition. On peut parler du changement de regard sur la performance. Fabrice, tu dis souvent que pour viser l'entreprise contributive, le système d'évaluation est globalement mal fichu. Totalement. Donc, quel KPI faut-il éliminer? Quel KPI faut-il inventer? Pourquoi ça n'a pas été fait avant? C'est vrai qu'une entreprise, c'est toujours le reflet de son système de reconnaissance. Dis-moi comment je t'évalue, comment je te reconnais, comment je te récompense, et on peut deviner les attitudes, les comportements qu'il pourrait y avoir derrière. À commencer par le management au top niveau, parce que, bon, je le dis souvent, ça se balaye par le haut, hein, l'escalier. Et si les managers ne sont pas évalués sur des KPI extra-financiers combinés aux financiers, on peut ne pas s'étonner pour certains qui s'y intéressent moins. Alors maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience au-delà même de ces histoires mercantiles d'argent. Mais je vous garantis, je suis bien placé pour vous le dire, que dès lors qu'on met dans la rémunération des dirigeants une grosse partie de leur part variable ou même de leur rémunération fixe sur des critères extra-financiers, ils s'intéressent notablement plus au sujet. Oui. Donc ça marche encore, hein, même si l'argent ne fait pas le bonheur, blablabla, on peut utiliser ce levier-là et il faut l'utiliser absolument. Alors, ça veut dire quoi, mettre des indicateurs extra-financiers comme objectif pour les managers? C'est ce qui a été dit plusieurs fois. Je crois qu'on a bien compris aujourd'hui qu'on ne pouvait pas être performant, donc durable, si on ne maintenait pas les trois capitaux, le capital financier, le capital humain, le capital naturel, au même niveau. Et ça, personne ne l'a dit ce soir, mais je sais qu'il y en a qui s'intéressent à ce sujet dans la salle. Ça va nous inciter, et j'ai découvert ça récemment, en partie d'ailleurs grâce à Hélène, mais à quelques personnes, Dorothée notamment dans la salle, qu'on devait mettre en place un nouveau système comptable dans les entreprises. Alors c'est un super sujet à mettre en place, hein. C'est-à-dire une comptabilité du triple capital et considérer les ressources qui sont nécessaires pour faire du business, parce que le business, c'est des ressources transformées avec de l'énergie, des matières premières, des compétences, des machines, beaucoup. S'il y a moins de ressources, si les ressources diminuent plus vite qu'on les utilise, un jour il n'y aura plus de business. Donc si on veut éviter ça, il faut pouvoir donner un coût au maintien de ce capital naturel. Et au-delà des taxes qu'on peut payer, si ça ne suffit pas du tout, c'est de pouvoir provisionner dans les comptes de l'entreprise ce qui va être nécessaire pour maintenir le capital naturel au niveau des besoins du business de l'entreprise. Et ça, aujourd'hui, personne n'utilise ce type de comptabilité. Donc il faut pouvoir le mettre en place avec les outils qu'on utilise pour le capital financier. Et à partir de là, ce sera facile, plus facile en tout cas, de trouver les bons indicateurs pour reconnaître la performance entre une entreprise et une autre, parce qu'on va compter ce qu'il faut compter, c'est-à-dire compter l'essentiel, le maintien du capital naturel, des écosystèmes et le capital humain aussi qui fonctionne avec. Donc c'est obligatoire d'embarquer la finance. On a besoin de... En tout cas, ils ont mis en place une métrique de la performance avec les outils financiers qui est très performant. Il faut appliquer cette métrique au capital naturel et au capital humain. Donc on a besoin d'eux, et on a même besoin d'utiliser les mêmes logiciels qu'ils utilisent, notamment les fameux ERP, qui sont aujourd'hui très efficients pour compter l'argent. Mais, très bon pour compter l'argent, mais très déficient. Mais très déficient pour compter ce que l'on ne compte pas aujourd'hui dans les boîtes. C'est-à-dire qu'on utilise les matières premières comme des actifs, mais on ne les met pas au passif du bilan. Et c'est tout le drame d'ailleurs de l'humanité aujourd'hui. Oui, puisque c'est pas infini. C'est vraiment extrêmement puissant. Alors moi, je témoigne pour la première fois aussi en tant que directrice de l'environnement du groupe LVMH. Et nous sommes partenaires de la comptabilité, de la chaire comptabilité environnementale avec Paris. Avec AgroParisTech, pardon, et nous avons une entreprise au sein du groupe qui est Moët & Cie, qui est en train de faire le pilote de cette nouvelle comptabilité. Voilà, donc on va se mettre au service de l'ensemble de ces expérimentations. Et on va vous rejoindre bientôt. Beaucoup de choses à partager alors, parce que cette expérience-là, tu pourras la diffuser au sein de l'ORS du C3D et de toutes les parties prenantes. J'aimerais qu'on parle du passage à l'échelle, parce qu'on a eu des témoignages de toutes petites entreprises, de PME, des gens qui s'engagent dans leur société et de patrons. Comment est-ce qu'on passe à l'échelle? Comment est-ce qu'on fait passer de l'étincelle et de la prise de conscience au passage à l'échelle? Parce que sinon... Alors, je pense que ça a été dit en filigrane, mais je voudrais le réaffirmer ici. La performance vient des collaborateurs. Je le dis souvent, tout le reste, c'est du pipeau. Donc, les solutions sont dans la tête des collaborateurs. Dès lors qu'ils ont compris pourquoi,
Pourquoi? C'est maintenir le monde dans lequel il est aujourd'hui, c'est-à-dire encore à peu près vivable avec un climat stable. Dès lors qu'ils ont compris pour qui, et pour qui, bon, il n'y a pas photo, hein, c'est pour le client qui paye, mais aussi les parties prenantes éligibles, eh bien, les collaborateurs, ils sont responsables. Hein. On dit souvent qu'il y a entre 1 et 2% de connards dans les boîtes, c'est un peu la proportion qu'il y a aussi dans la société en général. Et on met en place dans les entreprises des carcans, c'est la société du zéro risque, on contrôle tout le monde contrôle tout le monde, avec des fonctions support qui sont sur les collaborateurs en permanence, parce qu'on pense que tout le monde est voleur, tout le monde arrive à l'entreprise avec un esprit malveillant. Alors j'exagère un peu bien sûr, mais en fait on peut quand même se poser des questions. Donc on arrivera à trouver des solutions nouvelles en faisant confiance aux collaborateurs, à leur bon sens, à leur génie, à leur capacité à travailler ensemble et surtout à ne pas les emmerder quand ils travaillent ensemble, donc redonner ce qu'on appelle la liberté du comment. Quand on a compris pourquoi et pour qui, on peut supporter tous les comment, précisément. Et on ne pourra pas arriver à trouver des nouvelles solutions pour produire sans détruire, donc devenir contributif et non plus prédateur, comme on est aujourd'hui tous encore, des entreprises prédatrices du vivant, prédatrices de ressources. On n'arrivera pas à le faire sans le génie de chacun de nos collaborateurs. Et les solutions sont dans la tête de nos collaborateurs. Il faut juste les libérer, faire en sorte de leur faire confiance, accepter le droit à l'erreur, bien sûr, et on va voir émerger énormément de solutions qu'on n'avait même pas imaginé qui pourraient émerger dans la tête de ces gens-là. Donc la révolution de l'entreprise contributive, c'est avant tout une révolution du management. The prime is management. Si on arrive à résoudre ce problème-là, on va voir des histoires formidables. Là, on en a des prémices avec des pionniers, hein, donc je remercie d'ailleurs les 9 entreprises qui ont témoigné, parce qu'elles sont encore trop rares, les entreprises contributives ou en voie de devenir contributives. Oui, en voie 2, parce que contributif... Et ce qu'il faut, c'est créer la fameuse vague, la OLA. Donc la OLA, ça part toujours de quelques entreprises pionnières, de quelques pourcentages d'entreprises qui vont donner envie, d'avoir envie aux autres de se lancer et de créer la taille critique de ces entreprises pionnières pour ensuite entraîner un mouvement de masse. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on commence ici, en France. Il ne faut pas attendre que les Chinois s'y mettent ou les Américains. On a tout intérêt à nous le faire avant les autres, même si on n'est pas les plus gros pollueurs, ça n'a aucune importance. Parce que si on arrive à faire ça, bien sûr, non seulement on va en bénéficier pour nous, pour nos entreprises, pour nos parties prenantes, mais on pourra faire un ruissellement, mais qui ne sera pas un ruissellement financier, mais qui sera un ruissellement de bonnes pratiques auprès de toutes les entreprises du monde pour passer définitivement à une prospérité différente. J'oserais même dire ici, à une prospérité sans croissance. Waouh, il est parti, mais tu l'as dit. Vous ne le répéterez pas, hein. Hélène, un mot de la fin avant les questions? Oui, enfin, une seconde chose qu'on peut mettre en chantier pour passer à l'échelle, parce que c'est effectivement l'enjeu, c'est s'attaquer à nos politiques d'achat, enfin aux politiques achats des grandes entreprises, qui peuvent au fond être à l'origine d'un écosystème d'une nature radicalement nouvelle avec les sous-traitants et les fournisseurs, dès lors que l'on contractualise avec eux, sous une forme un peu différente et qu'on sorte de la logique de la clause RSE pour aller vraiment sur la co-innovation avec les partenaires sous-traitants sur des sujets qui améliorent par exemple l'empreinte environnementale, l'empreinte biodiversité d'un produit et qui lient l'amélioration de l'empreinte à la valeur et donc à la négociation avec le fournisseur. Moi je crois beaucoup à ça parce que ça a une capacité de démultiplication qui peut être absolument incroyable dès lors qu'on a le courage de modifier l'approche des politiques d'achat. Donc rencontrer les directions financières, mais rencontrer aussi les directions achats pour aller dans ce sens-là me semble capital. D'ailleurs, j'ai un exemple pour... Un exemple pour... je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Hélène. Nous, sur un lot, donc je travaille aussi dans une entreprise familiale, et... comme moi. Voilà, de BTP. Et dans les bâtiments que l'on construit, il y a souvent des ascenseurs. Et dans les ascenseurs, c'est un des postes qui consomme le plus d'énergie dans un bâtiment. Et une fois, on se posait la question avec les ascensoristes pour dire mais comment on peut réduire la consommation d'énergie inhérent au fonctionnement d'ascenseur, parce que ça pèse dans le budget de fonctionnement. Et d'après vous, quelle est l'idée qu'on a imaginée, enfin plutôt que les ascensoristes nous ont donnée pour faire en sorte de faire baisser cette consommation? C'est eux qui vont nous donner cette idée? Oui, c'est de l'ordre d'idée de la pelouse de Bertrand. Hein, oui. je la connais cette anecdote, mais...
Tu la connais? Ben oui, c'est de valoriser l'escalier, en fait. Voilà, mais de valoriser l'escalier, c'est-à-dire d'avoir une architecture qui donne envie de prendre l'escalier. Donc, comme l'escalier de Chambord, quand on arrive, ça donne envie de prendre l'escalier, franchement. Et avec la double hélice, etc. Et en mettant des escaliers dans ces bâtiments qui donnent envie, avec de la lumière, des plantes, etc. Et en cachant un petit peu l'ascenseur, il en faut un, bien sûr, parce qu'il peut en avoir besoin, eh bien, les gens prennent 10 fois plus l'escalier. C'est bon pour leur santé, c'est bon, c'est plus joli dans le bâtiment, et puis on fait des économies d'énergie. Ben, vous voyez, il ne faut pas s'attendre non plus, avec tout ce qu'on est en train de se dire, à des révolutions technologiques. J'entends souvent, bah oui, la 4e révolution industrielle, le big data, la blockchain, etc. Moi, je pense que l'essentiel des innovations pour le siècle qui vient, ça sera de la smart tech, ça sera de la low tech, ça sera du bon sens. C'est avec ça qu'on créera de la valeur demain. Le bon sens, merci.